Moi, Christophe Philippe Oberkampf, teinturier de père en fils, suis né dans le petit village de Wissenbach, en Allemagne. Mon métier, je l'ai appris aux côtés de Philippe Jacob, mon père, qui connaissait la manière d'imprimer sur toile un dessin bleu sur fond blanc. Ceci lui valut son engagement à Bâle, chez messieurs Riiner et Iselin, fabricants d'indiennes. Ces toiles imprimées en vogue à mon époque arrivaient alors des Indes. À 11 ans, mon père m'emmena avec lui. Nous fîmes la route jusqu'à Bâle, à pied. Je restai à ses côtés pendant 3 ans, et j'appris à graver et à dessiner. Mon père me transmit le désir d'être indépendant, de créer mon entreprise. À mes 18 ans, je lui annonçai mon souhait de voyager et de travailler dans d'autres manufactures. Il me refusa, me disant d'attendre encore quelque temps, ce qui, d'après moi, n'arrivait pas assez vite. Après plusieurs déjournements, je suis parti, sans prendre congé. « 1758. Je suis enfin parti travailler à Paris, dans la nouvelle manufacture Cotin et compagnie. Être indienneur à Paris, en 1759, était une prometteuse situation. Aussi, j'ai demandé à mon père de m'envoyer mon frère cadet, Frédéric, que j'ai placé dans une fabrique dirigée par le dénommé Tavannes. Devenu directeur général chez Cotin, j'ai enfin souhaité entreprendre. Je me suis alors associé, à mes conditions, avec mon frère, messieurs Tavannes, Bellembe et de Logaret. Partage par moitié des bénéfices entre les associés, plus 10 sols par pièce imprimée. Nous nous sommes installés dans le petit village de Jouy, qui comptait alors moins de 500 habitants. Le 1er mai 1760, jour de la rédaction devant le notaire Plisson du traité de notre société, était réalisée notre première pièce. Les débuts furent difficiles. Les associés ne fournirent pas les fonds escomptés. Les tanneurs et mégisseurs s'opposèrent à notre fabrique devant la maîtrise des eaux et forêts de Paris. Cotin, lui, s'opposait à mon départ. Et enfin, de nombreuses oppositions surgirent de notre utilisation du cours de la Bièvre. Malgré tout cela, nous progressâmes.
progresser, j'avais besoin de fonds. Des nouveaux associés virent le jour. Je restais lié à Sarrazin de Marèze pendant plus de 20 ans. L'indiennage nécessite un savoir-faire et de la matière première. Une manufacture comme la mienne produisait environ 40 000 pièces imprimées en 1770. Je devais me procurer suffisamment de toile blanche, tout d'abord sur le marché national, puis en Suisse, obtenue par l'entremise de mon père, enfin sur le marché anglais. J'y effectuai de nombreux voyages, longs et périlleux. Mes besoins en colorants, tels que la garance, l'indigo, la gaude, étaient aussi importants, tout comme ces autres substances, telles l'acide vitriolique, la potasse, les noix de Galles, la gomme du Sénégal, le sumac de Malaga, bois de Pernambouc, la broue de l'oxyde de cuivre, le bois de santal, le sulfate de fer, les sels métalliques, le sulfate cuivre, les sels de Saturne, le le bois bois de de santal, santal, l'huile vitriolique, l'oxyde de la soude, plomb, le caustique, muriate l'alun, mercuriel, l'encaustique, le bois de la Pernambouc, potasse, l'huile l'alun, vitriolique, le sulfate de la l'oxalate salade d'ammonium, l'oxalate l'encaustique, d'oxyde l'oxyde de manganèse, de manganèse, l'oxalate d'ammonium, le trioxyde la soude, l'alun, l'encaustique, la potasse, l'huile vitriolique, la salade d'ammonium, l'oxyde
La manufacture passa les tourments révolutionnaires, mais les prix des matières premières s'envolaient. Néanmoins, la demande de toiles imprimées se maintenait, et leur prix, bien sûr, augmentait. Sous la terreur, je réussis, tant bien que mal, à maintenir le travail de mes 1100 ouvriers. Puis vint le coup d'État du 18 Brumaire. Napoléon et sa politique expansionniste amena le conflit avec l'Angleterre, source principale de mon approvisionnement en toile blanche. Je me rabattis alors sur la production nationale dont la qualité n'égalait pas les toiles en provenance d'Inde. Je devais me lancer dans la filature, mais devais me préoccuper du coton brut d'Amérique ou du Brésil. Faites-moi le plaisir de m'instruire du prix chez vous des cotons Géorgie longue et courte soie, ainsi que du cours des assureurs et du fret. De chez vous à l'un des ports de France, Bordeaux, je vous prie d'acheter Nantes, pour mon compte Cherbourg. 300 balles de coton de neutre Fernambou et touriste. en première qualité. Et s'il y aurait quelque De la sûreté marque à faire venir P1 des cotons couronné. de cette manière, Je ne saurais pourriez-vous trop me me fournir recommander le la compte simulé blancheur, d'une la semblable longueur, expédition, la douceur me et la mettre en netteté rapport du coton. et avec de Et le bonnes bon recommandations conditionnement des bas. avec une maison Quant au prix, respectable de ce je vous pays-là, autorise à les et payer dans au le coût. cas d'achat, à y J'espère faire pour mon cependant compte, qu'il n'excédera ouvrir pas un crédit 300 dont je à ferai la 305 provision. gris. Vous prendrez votre remboursement directement chez moi ou sur mes amis d'Hambourg, messieurs de Chapeau Rouge et compagnie, aux cours et termes les plus avantageux.
Ma petite entreprise a surmonté cette crise. Je l'ai conduit en général d'armée. Les officiers, les surveillants, contremaîtres, inspecteurs, commis, sont mes yeux et mes oreilles dans la manufacture. Ah, j'y pense, il me reste une note à rédiger pour le portier. Consigne pour le portier. Article 1er. Le portier n'ouvrira son guichet le matin qu'un quart d'heure avant de sonner la cloche, et la grande porte seulement pendant l'intervalle de la cloche ou tinton. Après quoi, il la refermera de suite et tiendra rigoureusement à l'ordre de ne laisser entrer aucun ouvrier qui viendrait plus tard. Article 2. La grande porte restera fermée toute la journée, excepté pour l'entrée et la sortie des ouvriers et pour la circulation des voitures. Article 3. Aucun ouvrier ne doit sortir avant l'heure sans un permis de son contremaître qu'il doit déposer entre les mains du portier en sortant. Le portier inscrira sur un registre les noms de ceux qui sortent sans permis. Et la liste en sera donnée tous les mois aux caissiers pour leur faire à la paye la retenue du temps perdu. Article 4. Tout ouvrier qui quittera son poste avant l'heure pour se préparer à la sortie sera puni d'une amende du tiers de sa journée. Article 5. Le portier ne pourra rien laisser sortir par aucun ouvrier sans un permis qu'il retiendra. Ce permis doit indiquer le nom de l'ouvrier, l'objet qu'il emporte et le nom du chef qui l'a donné. Article 6. Le portier veillera également à ce que les gardes-nuits n'entrent pas plus tard que 2 heures après la cloche du soir et ne se retirent qu'1 heure avant celle du matin. Article 7. Les emballeurs viendront à leur ouvrage comme les autres ouvriers et seront soumis en tout point au même règlement avec défense de sortir sans permis même pour aller en commission. Article 8. Les employés du bureau et des magasins, hors ceux désignés par exception, seront également tenus de se rendre à leur devoir aux heures de la cloche, avec cette seule différence qu'ils devront entrer 1 Thank you.